Peut-être certains d'entre vous sont allés à la Comédie Française qui d'elle-même a fait un très beau spectacle sur Léo Ferré. Il y a un concert Radio France, La Poste a émis un timbre. Aussi, la SACEM a pris l'initiative de rendre hommage à ce qui était quand même l'un de ses plus grands compositeurs. Et nous, à notre modeste niveau, on s'est dit qu'avec quelques amis qui étaient prêts à chanter, et bien on allait faire cette soirée qui ne peut réussir que si France, Jean-Claude et moi ne chantons pas, parce que sinon, effectivement, on courrait à la catastrophe. Moi, je suis ravi d'être ici, évidemment. Je suis journaliste à l'hebdomadaire Politis. Et ça fait 20 ans que je suis à Politis. Mais en fait, ce qui est assez bizarre pour moi, c'est que la première interview de ma vie que j'ai faite, j'étais en stage aux éditions Autrement. Et ils orchestraient à ce moment-là un numéro dans la collection philosophique sur le pardon. Et j'avais pu rencontrer Léo Ferré pour une interview sur le pardon. Donc c'est assez drôle de se retrouver ici maintenant. L'interview n'a jamais été publiée parce que le pardon, il m'avait répondu d'emblée qu'il n'en avait rien à foutre. Étudiants de l'IRIS qui sont également des fans de Léo Ferré et qui vont chanter. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce livre, c'était en grande partie pour dire qu'il y a une sorte de devoir de transmission. Les nouvelles générations connaissent peut-être moins l'œuvre de Léo Ferré que ceux de notre âge. La modalité, je pense que c'est quoi? C'est la révolte, elle est là, elle est toujours nécessaire. Se satisfaire de l'ordre établi n'est pas vraiment satisfaisant quand on voit l'état et de la France et du monde. Donc le fait de ne pas accepter l'ordre établi, de se révolter pour pouvoir aller plus loin, me paraît être toujours très moderne, malheureusement. Mais c'est une réalité. Je pense que la poésie, l'amour, l'érotisme, tout ce que célèbre Ferré dans ses chansons est également extraordinairement moderne parce que ça ne vieillit pas et que quand on relit des textes de Léo Ferré aujourd'hui, on ne peut pas leur donner, on ne peut pas les dater. Il y a bien sûr certaines références. Les références à la guerre d'Algérie, etc. sont datées. Les références à Monsieur Toublanc sont datées. Mais les textes, cet extra est aussi moderne aujourd'hui qu'il y a une quarantaine d'années, pour ne pas parler de toutes les chansons. Donc je pense que, est-ce que Baudelaire est moderne ou pas? Est-ce que Rimbaud est moderne ou pas? Oui. Et donc les grands poètes sont toujours modernes parce qu'ils évoquent des choses qui sont tout simplement éternelles, qui ne vieillissent pas et qui sont toujours là. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une très grande modernité à Léo Ferré et en même temps un certain classicisme, parce que maintenant c'est devenu aussi un auteur classique, même s'il n'est pas consensuel, que l'on enseigne et que l'on étudie. Mais justement, moi je vais en parler aussi en termes musicaux, parce que c'est ce que vous évoquez très bien dans votre livre. Léo Ferré toujours vivant, c'est, on peut dire, un précurseur du slam. Et que, par rapport effectivement au slam et au rap, il a été certainement précurseur parce que auparavant, personne n'avait osé faire cela. Personne pensait qu'on avait le droit de ne pas chanter sur une musique et de faire un spectacle dont une partie serait parlée. Et c'est vrai que quand vous avez dans le même spectacle, là j'ai en souvenir ce qu'il avait fait à la Comédie Française, à l'Opéra Comique, pardon, quand vous avez dans le même spectacle la chanson du Mal-Aimé et Basta, on ne peut pas dire que c'est vraiment un spectacle classique qui correspond aux critères traditionnels. Alors, je reviens légèrement en arrière avec ce livre-là. On vous connaît pour la géopolitique, on vous connaît aussi pour le foot. Qu'est-ce qui vous prend de parler de Léo Ferré? En fait, j'aime Léo Ferré de foot un petit peu avant, et j'ai connu Léo Ferré avant de connaître la géopolitique. Donc, par rapport au foot un peu avant le foot. La géopolitique, c'est mon boulot. Léo Ferré, c'est ma passion. Ça n'a rien à voir. C'est pas bon. Et donc là, comme c'était l'année du centenaire, je me suis dit que si je ne me forçais pas un peu à faire ce livre à ce moment-là, et puis vous connaissez le rythme des éditeurs, il faut des occasions pour faire quelque chose. Et donc, si je ne le faisais pas maintenant, on avait un peu loupé les 20 ans, les 20 ans de la mort de Léo Ferré en 2013. Je m'étais dit que le centenaire, là, bon, voilà, c'est un chiffre rond, etc. C'est un peu un défi que je me suis lancé à moi-même en disant, bon, déjà, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Il y a beaucoup été écrit et de très bonnes factures sur Léo Ferré, donc c'est un peu difficile. Comment apporter un peu sa petite touche personnelle, ne pas venir gâcher une production éditoriale de qualité, tout en n'étant pas complètement à côté de la plaque.
c'est vrai que j'ai eu un peu plus peur de faire ce livre que les bouquins que je fais d'habitude, où je suis plus en terre connue et en situation de confort. En terre connue et reconnue même, pour le coup. Mais pas Léo Ferré, justement. Oui, non, effectivement, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui m'ont dit, mais quand on a vu ça, on dit, ah tiens, ça va être un homonyme où les gens ne pouvaient pas penser effectivement que quelqu'un qui bosse sur la géopolitique puisse écrire un bouquin sur Léo Ferré, parce que, en fait, voilà, on aime bien enfermer les gens dans des cases et on n'aime pas trop qu'ils en sortent. C'est assez curieux d'ailleurs, Pascal Boniface, Léo Ferré, si on rapporte par rapport au football, parce que vous racontez qu'il est un jeune à l'internat obligé de jouer au foot alors qu'il déteste le foot. Bah oui, effectivement, mais j'ai cru comprendre quand même que la finale de 82, il pestait contre la panne d'électricité pendant que l'Italie jouait contre l'Allemagne, mais c'est vrai que on lui a imposé la messe et le football quand il était gamin à Bordighera et qu'il avait une détestation commune pour les deux. C'est aussi une époque où, pour beaucoup d'intellectuels de gauche, le sport n'était pas vraiment quelque chose d'acquis, c'était plutôt l'ordre de droite, etc. Mais en tous les cas, effectivement, le foot et Léo Ferré, ce sont deux planètes assez distinctes. Oui. Alors, si je reviens en texte pur de Léo Ferré, moi c'est ce qui m'apparaît évident à lire votre livre, c'est que j'ai l'impression que vous entretenez un rapport presque charnel, presque physique en tout cas, avec l'écriture de Léo Ferré. Il y a des limites, mais enfin... oui, au moins physique. Mais n'est-ce pas propre à l'écriture de Léo Ferré, justement? C'est vrai que je trouve que l'écriture de Léo Ferré est tout simplement saisissante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On a quand même un parcours dans la colonne vertébrale quand on lit, et surtout quand au texte s'ajoute la voix et la musique. On ne peut pas rester insensible à cela. Non seulement, bien sûr, les chansons érotiques, etc. Donc, comment ne pas être ému et bouleversé par ces chansons, même les chansons politiques où, je veux dire, quand on entend les anarchistes, quand même, voilà, et qu'il y a la voix, ou je pense par exemple à l'affiche rouge d'Aragon, c'est une chose de la lire, c'est une autre chose de l'entendre. Et donc là, effectivement, il y a vraiment quelque chose. Moi, le foot mis à part, je me reconnais assez dans, effectivement, la façon que Léo Ferré a de concevoir les choses et du monde libertaire, le fait de dire que l'anarchie, il ne faut pas imposer ses idées aux autres, etc., que chacun a sa place, ça me paraît être une saine façon de voir les choses. Et puis, effectivement, une fois encore, de ne pas accepter l'ordre établi, de ne pas se contenter de ce qui existe. Justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Quel regard vous portez-vous sur cette conscience tardive, cette conscience politique tardive de Léo Ferré, parce que vous l'écrivez, il est étudiant, il passe à côté du Front populaire. Quand il est démobilisé, il n'entre pas en résistance. Comment expliquez-vous cette conscience politique tardive, en fait? Je la constate, je ne l'explique pas parce que j'en ai pas parlé avec lui, mais c'est vrai qu'il y a un peu... Est-ce que c'est parce qu'il était au départ concentré finalement que son combat c'était de devenir musicien, ce que son père l'empêchait de faire, et que c'est seulement après qu'il a pris un autre combat sur la politique, une fois qu'il est devenu musicien. Mais c'est vrai qu'il est en 1936, pas très loin de François Mitterrand à Sciences Po, et qui passe complètement à côté et des événements et du Front populaire, que la guerre, il la passe comme ça. Bon, mais ceci étant, il était fait pour commander un régiment comme moi pour faire des pointes, donc il y avait quand même des limites à cela. Mais la conscience politique arrive quand même très vite, puisque dès 1945-1946, il rencontre des anarchistes espagnols, et là commence un long compagnonnage avec la Fédé anarchiste, avec le monde libertaire, avec Maurice Joyeux, et une conscience sur l'Espagne dont il ne peut pas savoir à l'époque qu'elle aura des conséquences et un aboutissement personnel au-delà de l'aboutissement politique. Et